compris. Il dit, mais en fait, ces gens-là, ils sont là pourquoi? Pour déconsidérer le roi. Sinon, ils m'auraient tué. Bon. Et si je dis que le roi a douté de lui-même, a douté de sa légitimité, et que je l'ai rassuré sur cette légitimité, ben, on ne dira jamais que j'ai rassuré sur la légitimité. On dira, Jeanne a avoué que le roi avait douté de sa légitimité. Et là, c'est gagné, à l'échelle, vous connaissez ça, à l'échelle des médias, les médias c'était pareil à l'époque, à l'échelle des rumeurs qui se répandent par les canaux ecclésiastiques, et par les canaux des gazetiers, et par les canaux de tout ce monde qui parle, et par toutes les cours, et par tous les diplomates, dans toute l'Europe, on dit, ah ben, Charles VI doutait de sa légitimité, donc c'est bien vrai qu'il n'était pas le fils de terminé. Donc elle garde ce truc. Et elle gardera aussi les secrets de ses relations avec ses voix, en partie. Et elle gardera aussi un certain nombre de secrets de choses qui se sont passées à Chinon, jusqu'au moment où ses voix lui diront « Jeanne, vas-y, réponds hardiment ». Et là, pour notre grande satisfaction à nous, elle répond. Et comme ça, on sait un peu. Sinon, si elle avait tenu, elle, sa propre discipline, on ne saurait rien. Mais là, quand même, elle répond. Alors, ça, c'est la première chose, c'est cette maîtrise tellement forte que, dès la première audience, non seulement elle dit à Cochon, ben, je ne prêterai pas serment, et puisque les relations avec le roi, ben, vous ne les saurez jamais, mais elle lui dicte l'interrogatoire tel qu'elle veut que Cochon le mène. Et elle lui dit de mon père, de ma mère, des choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin de France, volontiers je le regrette, mais des révélations à moi faites, j'ai dit de par Dieu, je ne les ai dit ni révélées à personne, fort au seul Charles, mon roi. Et je ne les révélerai, même si on devait me couper la tête. Bon. Alors après, eh ben après qu'est-ce qu'il fait Cochon? Eh bien Cochon, après, il suit Jeanne. Et c'est Jeanne qui mène l'audience. L'évêque, quels sont vos noms et votre surnom? Ce qu'elle a dit, hein. De mon père, de ma mère, des choses. Alors elle dit, en mon pays, on m'appelait Jeannette, et après que je suis venu en France, on m'appelait Jeanne. Bon. Du surnom, je ne sais rien. Quel est votre lieu d'origine? Je suis né au village de Domrémy, qui fait un village de Brest, au lieu du... Quels étaient les noms de vos pères et mères? Mon père s'appelait Jacques d'Arc, ma mère Isabeau. C'est l'interrogatoire d'identité que vous trouvez dans tout procès. Où fûtes-vous baptisé en l'église de Domrémy, etc. Quel âge avez-vous? Alors après, vous avez des choses magnifiques qui viennent. Alors ça, c'est la seconde. Bon, je vous ai déjà dit la première impression, si on peut dire, c'est cette maîtrise de la stratégie judiciaire. Deuxième chose que vous trouverez à l'intérieur de ce dossier, plus important, de ce dossier, oui, de ce livre qui est un dossier, mais plus important parce que vous n'êtes pas forcément tous des juristes, et puis ça vous intéresse peut-être moins, encore que tout le monde s'intéresse au procès, surtout au procès criminel, mais c'est l'extraordinaire qualité de la langue de Jeanne. Jean Cocteau disait « Jeanne est le plus grand écrivain français ». Jules Laforgue disait « Elle parle un français de Christ ». Et en commençant sa préface d'une édition du procès, Robert Brasillac a cette formule que je connais par cœur. Le plus pur et le plus émouvant chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille visitée par les anges et de quelques curés muets pour l'occasion en tortionnaires. Eh bien, cette phrase qui est à la hauteur d'ailleurs de la langue de Jeanne, et eh bien, on la trouve à l'intérieur du... À chaque mois, je vais vous en donner un exemple dans 5 minutes. Mais on vous trouve... alors là, vous trouvez aussi des choses qui vont très très loin, très profond, je dirais aussi juste après, mais tout est mélangé, tout est en même temps. Dans quoi? Dans la foi, dans la mystique. Vous y trouverez une leçon de langue française, une leçon de politique française et une leçon de mystique. J'oserais dire française, en même temps évidemment que catholique. Qui vous a appris votre croyance? J'ai appris de ma mère. Pater Noster, Ave Maria, Credo. Je n'ai pas appris d'autres personnes ma croyance, sinon de ma mère. C'est quand même très beau, ça. Hein. Et alors, comme pour ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes pompeux, la transmission de la foi, c'est quand même étonnant. Enfin, c'est quand même étonnant. C'est quand même ça, c'est une leçon. Et quand
Et l'un de ces historiens, Philippe Contamine, celui qui a fait le dictionnaire de Jeanne d'Arc, qui est une somme magnifique, dit Pater Noster, Ave Maria, Credo. Quand on sait ça, on sait l'essentiel. Hein. On n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Et plusieurs fois, elle dira je connais bien les 12 articles de la foi. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas appris mécaniquement le credo. Elle a médité sur tout ce que contient le credo. Et alors, à ce moment-là, Cochon lui dit dites Pater Noster. Et là, Jeanne, génial. Entendez-moi en confession et je vous le dirai. Et d'abord, il faut du culot. Hein. Et ensuite, si on y réfléchit, c'est à la fois extraordinairement habile et extraordinairement charitable. Je commence par le charitable. Elle dit en fait à cet évêque, à ce juge qui est évêque, elle dit mais en fait avant d'être juge tu es évêque, et avant d'être évêque tu es prêtre. Et si moi, simple fidèle, je te demande de m'entendre en confession, tu ne peux pas me le refuser. Et elle le ramène à son état et elle lui donne une occasion de se sauver. Parce que s'il avait dit ah bah oui, je peux pas. Elle réclame de m'entendre en confession, mais j'entends. S'il entend en confession, il ne peut plus la juger. Ah, c'est débile aussi. Parce qu'il ne peut plus la juger. Et à ce moment-là, cet imbécile, s'il avait compris Jeanne, et qu'il lui a dit d'accord, je vous entends en confession, il revenait, il disait je ne peux plus la juger, cet enfant, je l'ai entendu en confession. Il rentrait dans l'histoire. Comme un quasi-saint, ou comme un héros. Alors qu'il reste pour ce qu'il est, quoi, pour l'éternité. Et donc, un cochon, quoi, finalement. Il a loupé ce qu'elle lui a tendu comme perche. Entendez-moi en confession, et je vous le... Alors lui, bon, il a compris, parce qu'il est pervers, mais il est malin, bien sûr, comme vous les pervers. Volontiers, nous vous baillerons un ou deux notables hommes de cette compagnie, devant lesquels vous direz Pater Noster. Je ne le dirai pas s'ils ne m'entendent en confession. Et elle n'a pas voulu le dire. Elle n'a pas dit. Bon. Parce que aussi, le pater, on fait dire le pater, parce que le pater, les sorcières n'arrivent pas à sortir tout le pater en entier. Alors, mais elle ne rentre pas dans le jeu. Pater Noster, moi je vous le dis, je vous dis en confession, je ne vous le dis pas pour prouver que je le sais. Alors ensuite, on a fini l'interrogatoire d'identité. On a ce qu'on a dans tous les tribunaux, aujourd'hui encore, hein, ce qu'on appelle le maintien en détention. Cela entendu, nous, évêques, interdisons à Jeanne de sortir des prisons à elle assignée, dans le château de Rouen, sans notre congé, sous peine d'être convaincue du crime d'hérésie. Donc il lui dit, ce voyou, si vous vous évadez, ou si même vous tentez de vous évader, vous ne serez pas poursuivi pour évasion ou tentative d'évasion, vous serez convaincu du crime d'hérésie. Le seul fait de vouloir vous évader prouve que vous êtes hérétique. Et Jeanne, je n'accepte point cette défense. Là aussi, pour un avocat, quand on voit les gens, même les gens costauds, devant les tribunaux, et là ils sont 60, hein, c'est la première audience, elle dit, j'accepte pas ce que vous dites, là, j'accepte pas cette défense. Et elle ajoute, si je m'échappais, nul ne pourrait me reprendre pour avoir faussé ou violé ma foi, puisque je n'ai baillé ma foi à personne. Et en plus, elle rajoute, de plus, j'ai à me plaindre d'être détenu avec chaîne et entrave de fer. Donc c'est elle qui est plaignante. Et donc, alors du coup, l'évêque se défend. Elle a renversé le truc. Alors l'évêque dit, ailleurs, il explique pourquoi. Ailleurs et par plusieurs fois, vous avez tenté de vous échapper des prisons. C'est à cette fin qu'on vous garda plus sûrement et plus fidèlement que l'ordre a été donné de vous entraver. Comprenez-moi, ma petite. Et comprenez, si on vous fait comme ça, c'est parce que vous voulez toujours vous évader. Et Jeanne, alors ça c'est magnifique, puis en plus c'est la dernière fois. C'est vrai qu'ailleurs j'ai voulu, et je voudrais encore m'échapper, comme il est licite à quiconque est incarcéré ou prisonnier. Magnifique, hein, ce chant de la liberté, ça s'arrête là. L'audience, on a envie d'applaudir. Et alors je ne peux pas vous les faire toutes, mais toutes sont ainsi. Et là, je vous fais une confidence sur l'organisation du bouquin. Donc j'avais pris j'ai pris chapitre par chapitre, et j'en ai fait 5 ou 6. Et puis j'ai déjeuné avec un vieil ami que j'aime beaucoup et que tout le monde connaît, parce que c'est un grand acteur, qui s'appelle Jean Piat. Bon, et je lui ai dit, Jean, voilà, je suis en train de faire un bouquin, je voudrais que vous me donniez votre avis.
alors j'avais fait ça, mais j'avais fait une belle préface. Pas aussi belle que celle de Brasillac, mais quand même pas mal. Une vingtaine de pages, bon, qui ouvraient le procès. Et il me dit, ah, écoutez, je suis vieux, j'ai pas le temps, puis je prépare un spectacle. À mon âge, il faut que je concentre toutes mes énergies sur ce que je vais faire. Bon, je dis, écoutez, je vous le laisse, et puis on verra bien. Bon, c'était un déjeuner, à 4h de l'après-midi, il m'appelle, et il me dit, j'ai lu votre truc là, vous tenez un truc fantastique. Fantastique. Mais alors, je vous en supplie, virez-moi votre préface. Quand même, je l'ai transpiré, ma préface. Hein, elle dit, non, mais votre préface, non seulement on s'en fout, mais elle gêne, vous comprenez, elle bloque la perspective. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ce que vous faites après. Vous nous emmenez à l'audience, vous nous prenez par la main, et vous nous montrez Jeanne en train de se battre, et ça, c'est passionnant. Et alors, vous comprenez, ce qui est intéressant, c'est Jeanne, c'est pas vous. Et bien, vous, ce qu'on veut, c'est que vous nous expliquiez, vous vous mettez derrière, vous nous expliquez, et comme ça, on comprend et on suit. Et ça, c'est fantastique, parce que je vous le dis, en homme de théâtre, cette fille, elle est extraordinaire, et en même temps, chaque audience, c'est une scène de théâtre. Ça, je vous le dis en homme de théâtre. Mais tout le reste, le baratin, on s'en fout. Bon. Et puis, alors, il ajoute cette phrase extraordinaire, mettez-vous en retrait, soyez humble, pour une fois, un avocat sera humble. Je dis, venant d'un acteur, le compliment ne manque pas de sel. Bon, enfin. Après ces échanges de gentillesse, je me suis rendu complètement à son conseil et j'ai viré ma préface que donc vous n'aurez pas. Bon. Mais en revanche, vous aurez pris par la main, audience par audience, et vous allez découvrir les beautés. Alors, je vous ai dit beauté littéraire. Je vais vous en donner juste un petit exemple, et après, je vais vous donner un petit exemple de beauté mystique, et après, ce sera fini. Bon. Alors, la deuxième audience, jeudi 22 février 1431. Ils sont 48 juges. Et il y a Jean Beaupère qui est chargé, par Assine, professeur de sacrée théologie, qui est chargé d'interroger Jeanne. Et il l'interroge principalement sur ses voix. Et quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voix? Alors déjà, il faut voir que avec Beaupère, ça ne s'est pas très bien passé, parce que Beaupère, c'est un type qui a une cinquantaine d'années, qui est le ténor de la théologie à l'époque, enfin le type qui cumulait les bénéfices, les titres, les décorations, enfin, bon, il sait ce que c'est. Alors il lui remet, je vous exhorte à dire la vérité sur ce que vous demandez, et Jeanne reprend, vous pourriez me demander telle chose et tout. Et alors, et puis il la regarde avec beaucoup de supériorité, et il lui dit, quel était votre âge quand vous avez quitté la maison de votre père? Et Jeanne, moi j'ai mis haussant les épaules, parce qu'on voit bien qu'elle était haussée les épaules. De mon âge, je ne saurais déposer. Aucun intérêt. Ça veut dire ta question n'a aucun intérêt. Et là, c'est pas mal, il y a une question qui est intéressante pour l'histoire. Dans votre jeunesse, avez-vous appris quelques métiers? Ce qui prouve que, contrairement à ce qu'on dit souvent, à cette période-là, les femmes apprenaient, les jeunes filles apprenaient quelques métiers, puisqu'on pose la question. Et Jeanne répond oui. Et alors c'est une réponse qui est restée fameuse. À coudre panneaux de lin et à filer, et je ne crains femme de Rouen pour filer et coudre. Bon. Et ça, c'est tout Jeanne aussi, parce que moi, si j'avais été son avocat, j'aurais dit Jeanne, oui, à coudre panneaux de lin et à filer, c'est bien. Mais je ne crains femme de Rouen pour filer et coudre, c'était peut-être pas nécessaire. Mais si elle n'avait pas été comme ça, elle n'aurait pas été Jeanne d'Arc. Et donc, et alors après, il arrive et c'est pas mal aussi. Il lui dit, confessez-vous vos péchés chaque année. Oui, et à mon propre curé. Et après, il dit, et est-ce que vous receviez le sacrement de l'Eucharistie à Pâques? Oui. Est-ce que vous le receviez à d'autres fêtes que Pâques? Passez outre. Elle répond, passez outre. C'est, vous m'interrogez sur la discipline de l'Église, je vous réponds sur la discipline de l'Église. Confession une fois par an, communion une fois par an. Le reste, c'est les rapports entre Dieu et moi, ça ne vous regarde pas. Et alors donc, Beaupère commence à en avoir marre, si on peut dire. Quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voix? Alors là, voilà ce passage-là, qui n'est pas long, mais qui est une merveille. Quand j'eus l'âge de 13 ans,
j'use une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Si vous écoutez bien ça, vous pouvez y passer la nuit. J'use une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. C'est pas Allah Akbar, hein. C'est Dieu qui vient humblement aider cette jeune fille de 13 ans à se gouverner. Il ne vient pas lui voler son gouvernement, il ne vient pas la transformer en objet mécanique. Et ce qu'on a très souvent dit, oui, alors Jeanne, c'est une petite bergère complètement analphabète, etc., quasiment idiote, quoi. Bon. Et puis alors, Dieu vient, Saint-Michel vient, et paf, il en fait un chef d'armée, mais enfin, en lui disant, tu vas là, puis maintenant tu vas là. C'est pas ça du tout. Pour m'aider à me gouverner. Et elle gardera le gouvernement d'elle-même jusqu'au bout. Et vis-à-vis de ses voix, en écoutant ses voix, en discutant avec ses voix, et parfois en allant contre ses voix. À un moment, elle est prisonnière à la tour de Beauvoir, et alors elle était prisonnière à la tour de Beauvoir, elle était prisonnière en bas. Elle était assez bien traitée à l'époque, son frère pouvait venir la voir, son écuyer, etc. Bon. Tellement bien traitée qu'un jour, son geôlier vient la voir, elle enferme le geôlier dans sa chambre, et elle se tire. Mais malheureusement, arrivée à la porte en bas, tac, elle tombe sur les gardes, qui la reconnaissent, qui la prennent, et là on va dire, bon, maintenant, on la met au en haut, bientôt, à 30 mètres, tout en haut. Bouclé de chez bouclé. Et elle apprend que les Anglais ont décidé de reprendre Compiègne, qui était sous domination anglaise, qui avait été libérée par Jeanne, qui s'était donné au roi de France, et les Anglais, une fois qu'ils ont fait Jeanne prisonnière, décident de remettre le siège sur Compiègne, et on dit, pour punir les gens de Compiègne de leur trahison, nous passerons tous les hommes de Compiègne au fil de l'épée jusqu'à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, on dirait crime contre l'humanité, enfin c'était classique. Hein. Bon. Donc, extermine tous les hommes de Compiègne jusqu'à l'âge de 7 ans. Et Jeanne, qui le sait, parce que son écuyer lui a dit, son frère lui a dit, etc., dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas laisser comme ça les bonnes gens de Compiègne. Et elle dit à ses voix, bon, je ne peux pas rester là. Il faut que j'aille porter secours aux bonnes gens de Compiègne. Et ses voix lui disent, mais Jeanne, Dieu portera secours aux gens de Compiègne. Et Jeanne répond, si Dieu porte secours aux gens de Compiègne, alors je veux y être. Et c'est très fort en théologie, parce que Jeanne le sait elle le sait parce qu'elle en a eu l'expérience, que Dieu n'agit jamais que par cause seconde. Que Dieu n'agit jamais que par médiation. Qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, une personne, un homme, une femme, qui reçoivent le message divin et qui le mettent en œuvre. Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus-Christ comme ça. Il a envoyé un ange demander à Marie si elle acceptait d'être la mère de Jésus. Et j'imagine que la cour céleste a dû être véritablement en super attention, là, en suspense immense, en disant qu'est-ce qu'elle va dire, la petite. Elle va dire oui, elle va dire non. Si Marie avait dit pas compliqué votre truc, je ne le sens pas, le salut du monde, passez pas. Hein. Bon. Et donc il a fallu que Marie dise voici la servante du Seigneur. Bon. Et Jeanne, elle est un peu comme Marie, elle est à l'image de Marie. C'est pas le salut du monde, c'est le salut du royaume de France. Mais c'est pareil. Dieu envoie Saint-Michel et Sainte-Marguerite pour lui dire il y a grande pitié au royaume de France. Et si Jeanne dit ouais, bon, ben, tant pis, parce qu'il y a grande pitié au royaume de France, qu'est-ce que j'y peux, moi. D'ailleurs, elle leur dira pendant 3 ans, elle leur dira, hein, pendant 3 ans et demi, de 13 ans à 16 ans et demi. Elle dira mais moi, je peux pas. Moi, je suis une petite jeune fille, moi, je suis pas un homme de guerre, je ne sais pas faire ça, je ne peux pas. Et les voix l'éduqueront, la conduiront, etc. Elle dira, je ne sais plus, je pars. Bon. Mais là, donc elle sait, elle dit, je veux y être. Et les voix lui disent, Jeanne, tu ne sautes pas. Tu ne sautes pas. Elle le dit à son procès. Les voix lui avaient dit, Jeanne, tu ne sautes pas. Elle est belle, saute. Bon. Et donc contre les voix, elle saute, et en sautant, c'est merveilleux, elle crie Jésus, Marie, sauvez-moi. Bon. Et en même temps, et donc c'est le seul miracle dont elle ait bénéficié, parce qu'en fait elle est tombée de 30 mètres, elle est restée 2 jours sans pouvoir manger ni boire, mais elle ne s'est rien cassé. Elle ne s'est pas évadée. Elle ne s'est rien cassé. Comme un petit miracle au moins. Bon. Et en fait, les saintes n'avaient pas menti. Parce que Dieu a porté secours aux bonnes gens de Compiègne, et d'une certaine façon, Jeanne était là, parce que ceux qui ont défendu les gens de Compiègne, c'est ces 2 capitaines, Laïr et Xaintrailles, qui avaient été envoyés par Dieu pour défendre les gens de Compiègne. Et Jeanne, elle
et que l'AIR et Xaintrailles ont mis en œuvre pour la défense de Compiègne les méthodes et la stratégie que Jeanne leur avait apprises. Donc d'une certaine façon, elle était là par ses capitaines. Elle était là par ses capitaines et par la stratégie qu'elle avait apprise aux capitaines. Donc je reviens. Donc elle est, et on le voit parce que chaque fois qu'elle est interrogée sur ses voix et qu'on lui pose des tas de questions comme ça, et que ses voix lui ont dit de répondre hardiment, donc elle explique, et bien elle discute. Et quand ses voix on lui dit, mais vous êtes parti, Jeanne, le 4e commandement dit qu'il faut respecter son père et sa mère, vous êtes parti sans prévenir votre père et votre mère. Que vous disiez vos voix? Mes voix me disaient que ce serait mieux que je leur dise. Mais je répondais que je ne le sentais pas comme ça. Bon. Et en définitive, elle part sans les prévenir. Et c'est là où elle a un cri fantastique, le cri de toute le plus beau cri, la plus belle définition de la vocation qui soit. Elle dit, quand j'aurai eu sans père et sans mère, quand j'aurai été fille de roi, je serai parti. Là, c'est l'appel irrésistible. Je continue ce petit passage. Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Ce qui prouve bien que ce n'était pas une voix intérieure, comme beaucoup de gens ont dit. Parce que les voix intérieures, ça ne fait pas peur. Les voix intérieures, ça vous dit ce qu'on a envie d'entendre, et puis si on ne veut pas l'entendre, mais c'est pas ça du tout. Donc c'est une voix complètement extérieure. Hein. Et tellement extérieure que voilà, ce que je considère comme, à mon goût, comme la plus belle phrase de la langue française. Et vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. On dirait une chanson. Hein. Et si vous regardez bien, elle vint cette voix au temps de midi. Environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin. Environ l'heure de midi, au temps de l'été, on ne peut pas être plus solaire. Hein. Midi, roi des étés. Cette fille, elle n'a pas l'ombre d'une ombre d'une ombre. C'est pas quelque chose qui vient dans la brume du petit matin ou dans le soir qui vous donne l'angoisse. C'est en plein soleil. Et c'est le caractère de Jeanne. Elle est solaire. C'est pour ça qu'elle est victorieuse. Je ne sais pas quel était son signe astral, d'ailleurs, je pense qu'elle s'en foutait, mais elle devait être Jupiter dans le soleil ou un truc comme ça. Vous ne pouvez pas, dès qu'elle arrive, ça explose. Et jouis la voix du côté droit vers l'église, et rarement je l'ouïs sans clarté. En vérité, il y a clarté du côté où la voix est ouïe. Et donc, des trucs comme ça, si j'ose dire, vous en aurez en 300 pages. Et alors c'est pour ça qu'il faut le lire, et que non seulement il faut le lire, mais il faut le lire en le savourant. Il faut le lire par petits morceaux. La seule chose que j'ai apportée par rapport à tous ceux qui ont écrit sur Jeanne, c'est de mettre en relief, si on peut dire, ces phrases. Parce que si on les prend comme ça l'une après l'autre, on risque de ne pas les voir. Et moi, je suis passé 50 ans devant sans les voir. Donc je me suis dit, il faut que je les montre pour qu'on les voit. Parce que quand on a trouvé une beauté comme ça, quand on a trouvé une perle, quand on a un diamant, on le montre. Bon, donc, qu'on le montre, on dit, mais nous avons là une perle de la langue française. Il faudrait que tous les enfants et tous les jeunes, tous les vieux aussi, parce que tout le monde, quoi, qui veulent retrouver la pureté de la langue française, la gaieté, la joie aussi de la langue française. Ben, la source, c'est Jeanne. Hein. Vous savez, l'année de sa mort naît François Villon. Et c'est ce moment où le français sort du vieux français, et où il commence à être ce qu'il est notre français d'aujourd'hui, mais avec une spontanéité, une légèreté, une gaieté qu'on a un peu perdue. Beaucoup même. Alors, si vous voulez vous laver de ce que vous entendez à la télévision, à la radio, des types qui ont cette robinet d'eau tiède catastrophique, et de machin qui vous remet plus. C'était un robinet d'eau tiède, mais c'était un robinet de malheur, quoi. Bon, vous ouvrez le matin, vous avez toutes les catastrophes de la nuit, vous rentrez le soir après le boulot, vous entendez toutes les catastrophes de la journée que vous n'avez pas entendues parce que vous étiez à votre boulot, et après on dit les Français font plus d'enfants, il faudrait qu'ils aient le moral, hein. Et donc vous êtes sous l'assaut, c'est l'assommoir, c'est plus l'assommoir que le vin rouge de Zola, hein. Bon, et donc si vous voulez sortir de ça, vous prenez ça, mais c'est la source fraîche, quoi. Vous êtes là, et puis vous ne voulez plus en sortir. Bon. Et donc, alors je dis qu'il faut le lire, et qu'il faut le lire même, je dirais, à plusieurs. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, je crois que j'ai vu pas mal de beauté dans ce texte, et que j'ai mis en relief.
Mais il y en a que je n'avais pas, qui sont dedans, et qui ne m'étaient pas apparus, alors qu'elles y sont, et que j'ai vu pourquoi, parce que, notamment, par exemple, Laurent Dandrieux, dans Valeurs Actuelles, a fait un très bel article sur ce livre, et il a mis en titre de son article « Au son de la voix vient la clarté », qui est une des phrases de Jeanne, en réponse au Séju. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire cette formule. Pour un orateur, on est compte, au son de la voix vient la clarté. Vous imaginez qu'au son de ma voix vient de la clarté. C'est bon. Au son de la voix vient la clarté. Il y a mille choses dedans, là. Il y a toute la divinité, il y a toute la poésie de Jeanne, dans le jardin de mon père en plus. Bon. Et je dis à Laurent Dandrieux, mais vous êtes fantastique. Il me dit, mais c'est dans votre livre. Ah, ben, je dis, mais d'accord, je ne l'avais pas vu comme ça. Si je l'avais vu comme ça, j'aurais fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'aurais arrêté au son de la voix bien clarté, on va à la ligne, et en petit, puisque mon commentaire étant plus petit, je dis, regardez, si vous n'aviez pas fait attention, regardez. Bon, là je vous le dis. Bon. Mais alors, si on le lit à plusieurs petits groupes, là, bon. Moi, si je me promène dans toute la France, j'étais vendredi à Dax, je suis vendredi prochain à Blois, et puis jeudi à Loches, et puis etc. Enfin, je ne sais pas combien j'ai fait de conférences dessus. Si je le fais pour moi, et surtout dans des groupes comme nous sommes là aujourd'hui, si on est 500, 200, c'est pas pareil. Si on est 3000, ça me dit quelques slogans et puis c'est terminé. Mais si on est entre nous comme ça, on peut parler de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus conviviale. Et c'est dire qu'il faudrait en fait, je le fais, c'est pour qu'on communie ensemble dans l'amour, non seulement de cette langue, mais de cette personne. Et que c'est une façon directe de se réchauffer le cœur pour le royaume de France. Parce que Jeanne, c'est tout le royaume de France. C'est ce qu'elle dit elle-même, le saint royaume de France. Et quand elle parle du saint royaume de France, elle n'est pas idiote. Hein. Elle sait que ce n'est pas un royaume de saints. Elle le sait très bien. Vu qu'elle avait des problèmes dans le propre conseil de guerre, puisque il faut voir que ces capitaines, quand ils se réunissaient, ils la convoquaient, mais ils ne la mettaient pas. Hein. Elle qui faisait tout, elle était mise à l'écart. Et c'est elle qui ensuite arrivait et leur disait, ben voilà, Jeanne, nous avons délibéré, nous avons décidé que nous ferions... Alors il dit, ouais, vous êtes allé à votre conseil, ben moi je suis allé au mien, et le mien est meilleur que le vôtre, alors on va faire ce que je décide. Et pour Orléans, ça a été ça. Quand elle arrive à Orléans, elle tombe sur Dunois, qui est le général en chef, qui est le cousin du roi, bâtard d'Orléans, et qui est là. Alors, elle ne l'a jamais vu. Elle arrive, elle lui dit, c'est vous le bâtard d'Orléans? Alors il dit, oui, c'est moi. Ben, je vous félicite pas. Elle dit, ben non, bonjour. Parce que vous m'avez fait passer par là, alors que c'était de l'autre côté qu'il fallait passer. Il dit, mais Jeanne, le vent était contraire. Le vent, ça tourne. Et le vent a tourné. Alors il s'est dit, là, il y a un truc quand même. Mais d'abord, je pense qu'elle était sidérée parce que le vent a tourné, c'est vrai. Elle a dit, le vent va tourner, le vent a tourné. Mais c'est pas un miracle que le vent tourne. Ça arrive que le vent tourne. Mais surtout, il a été sidéré par l'allure. Parce qu'il est quand même général en chef. On vous raconte, il est général en chef, il est cousin du roi, c'est un Orléans. Bon, et elle dit, bah, c'est vous le bâtard d'Orléans, je vous félicite pas. Et donc, et c'est ainsi, c'est pareil, avec D'Alençon, c'est pareil. Au moment de la bataille de Patay, au début de la bataille de Patay, ils n'en peuvent plus. Parce qu'après Orléans, ils sont allés elle a dit, on nettoie la Loire. Bon, ils sont allés à Beaugency, ils ont pris Beaugency, une journée. Ensuite, ils sont allés à Jargeau, ils ont pris Jargeau. Ensuite, ils sont allés à Meung, ils ont pris Meung. 3 jours. 3 jours, 3 victoires. Et les 3 points forts des Anglais. Alors Jeanne, vous comprenez, ils sont installés comme ça. Ça va être très compliqué parce qu'ils tiennent tout. Alors, où est-ce qu'on se met? Au milieu. Je dis, mais au milieu, au milieu. Au milieu, et à la méthode napoléonienne. Au milieu, et je mets toutes mes forces sur le point le plus faible de l'adversaire, en chargeant le plus vite possible. Avec l'effet de surprise et de force. Massif. Crac. Et une fois que j'ai démoli le premier truc, et bien qu'est-ce que je fais? Alors, tous ils disent, bah, Jeanne, ça y est, on a gagné, repos. Non, pas repos, on va à l'autre. Bon. On fait le second, puis après on fait le troisième. Bon. Et alors au 4e, c'est la bataille de Patay, et là, D'Alençon, il dit, ah, Jeanne, on n'en peut plus. Quoi. Bon. Et surtout que les Anglais arrivent, et elle a dit, oui, il faut se dépêcher, parce qu'ils ont des renforts qui arrivent, nous savons, par nos services de renseignement, qu'ils ont des renforts qui arrivent, et ils sont déjà 4000. Si les renforts arrivent, ils sont 10 000, et nous on est 3000. Donc il faut se dépêcher.
Et là-dessus, ça il faut le retenir parce que c'est une leçon politique en même temps qu'une leçon militaire, là-dessus on lui dit, le connétable de Richemont arrive avec ses hommes. C'est pas mal, parce que ça double. Mais le connétable de Richemont, il était complètement fâché avec le roi et avec d'Alençon. Et donc d'Alençon dit, très français, n'est-ce pas, on connaît ça. Jeanne, si Richemont vient avec ses hommes, moi je m'en vais. Classique. Classique. On peut dire ça aujourd'hui, à tout moment. La Gaule qui se précipite, l'éternel. Et Jeanne a cette réponse magnifique qu'il faut toujours se redire. Ce n'est pas l'heure de s'en aller, c'est l'heure de s'entendre. Donc il est un peu séché là, d'Alençon. Il est quand même général en chef. Hein. Et elle se tourne vers Richemont, elle lui dit, connétable, vous n'êtes pas venu par moi, mais soyez le bienvenu. Et ils ont fait la bataille ensemble. Et donc à ce moment-là, elle se tourne vers d'Alençon et lui dit, mon beau duc, qu'est-ce que vous auriez de bons éperons? Il dit, pourquoi Jeanne, il va falloir fuir? Il dit, non, il va falloir courir très vite pour les rattraper. Et donc, elle les prend tous, et elle charge sur les Anglais qui commençaient à mettre, vous savez, là, ils mettaient leurs petits trucs en terre, là, des petits pieux, de façon à ce que les cavaliers français butent contre là, tombent, et eux, l'infanterie anglaise, les achève à terre. Et elle arrive, au moment où ils commencent à peine à faire ça, et ils sont complètement démontés par la violence de l'attaque, ils foutent le camp, et alors, on en tue 3875. Moi, j'aime bien les historiens qui ont découvert les chiffres. Moi, je disais 3000, et j'ai vu maintenant, il fallait tuer 3875. Avec un Français mort. Un de trop, Jeanne l'a pleuré, enfin quand même un pour 3875. C'est quand même un beau rapport, non bon. Et donc voilà, cette stratégie de l'offensive et de la rapidité et du mouvement qu'elle a développé, et du coup d'œil, qui est le génie, le fait des grands généraux, elle a le même coup d'œil, la même intuition et la même stratégie en matière judiciaire. Elle est tout le temps à l'offensive. Alors qu'elle est toute seule devant ses 60 et quelques, et elle est tout le temps à l'offensive. Dernier point pour vous dire comment cette offensive, ça pouvait payer. Parce que de temps en temps, on se dit, elle va gagner. Impossible, on sait la fin. En fait, pour l'éternité, elle a gagné, c'est sûr et certain. Mais là, dans le moment, on se dit, elle va peut-être gagner là. Et à un moment, il faut qu'on sache que quand elle arrive à Rouen, elle n'a personne pour elle. Rouen est entièrement aux mains des Anglais. Toute la population est gagnée à l'Angleterre, car tous ceux qui étaient contre l'Angleterre ont été liquidés, physiquement. Sur la place du Vieux Marché, où elle va être brûlée, ça on l'appelle la place du sang, parce que c'est là qu'a coulé le sang de tous ceux qui étaient pour les Français. Donc il ne reste plus rien. Donc elle n'a pas une personne pour elle. Anglais et amie des Anglais, bon, elle est toute seule. Et la séance est publique. Les premières séances sont publiques. Et à un moment, dans une de ces séances publiques, Cochon lui dit, qu'est-ce que vous préfériez, votre étendard ou votre épée? Elle dit, j'aimais 40 fois plus mon étendard que mon épée. Et quand je chargeais, je portais toujours mon étendard pour éviter de tuer personne. Et elle a cette phrase extraordinaire pour un chef de guerre, je n'ai jamais tué personne. Alors Cochon, sidéré par cette affirmation, lui dit, enfin Jeanne, vous avez quand même été en des endroits et en des batailles où beaucoup d'Anglais furent tués. C'est quand même vrai. Et alors elle le regarde et lui dit, comme vous en parlez doucement, ils avaient qu'à rentrer chez eux. Et à ce moment-là, dans l'assistance, un Anglais, un lord anglais se lève et dit, quelle bonne femme, que n'est-elle anglaise? Bon, et donc ça a été rapporté au procès de réhabilitation par les témoins. Et c'est là que Cochon lève la séance publique et il n'y aura plus d'audience publique. Ensuite, tous les autres interrogatoires se déroulent dans la prison de Jeanne, parce qu'il se dit, elle est en train de me retourner la salle, quoi. Elle est en train de... Et plusieurs des assesseurs, parmi les 60, finissent par prendre son parti, ou par vouloir partir, ne pas vouloir la juger, enfin, il arrive